Les voyages de Talon Patrice à l'extérieur du pays ne sont plus de tout repos. Selon mes sources, il demande systématiquement aux services compétents de garder un œil sur Olivier Bocor, ses proches parents et ses principaux collaborateurs. Le lien de confiance qui unit les deux larrons peu à peu se conjugue au passé. Entre eux, pourtant, le dialogue n'est pas rompu. Des amis communs aux deux hommes essayent en ce moment même une médiation. À ses visiteurs du soir, comme on dit en politique, Olivier Bocor ne cache rien de sa déception. Il se dit un peu trahi. Cet étourdi apprendra à ses dépens que le pouvoir s'exerce. Il ne se partage pas, surtout entre mafieux. Ce que Guillaume Athanase redoute le plus, c'est surtout l'apparente mainmise de son compère sur certains magistrats, mais pas que. De nombreux officiers et sous-officiers aussi, sans parler des centaines de petits délinquants qu'il entretient dans Cotonou et ailleurs. L'homme a une capacité de nuisance qui le rend pour l'instant intouchable. Pour l'instant seulement, car en face, Guillaume Athanase prépare le dépeçage des réseaux Bocor. Il veut pour cela et au préalable sécuriser ses arrières en se reposant sur la triple présence française, rwandaise et celle d'une société militaire privée américaine. L'influence de Bocor Olivier au sein d'une partie importante de l'armée fait planer sur Talon Patrice une menace que ce dernier redoute. Cette guerre larvée et ses conséquences sur le fonctionnement de l'appareil d'État béninois commencent à se faire sentir. Dans le gouvernement, le clivage est désormais très net. Certains ne se parlent plus. Seul un cercle réduit de fidèles est tenu au courant des dossiers sensibles. Les autres, tels des âmes en peine, se contentent d'errer dans les couloirs de l'administration publique. Il règne sur la marina une forte ambiance de fin de règne. Oui, c'est la fin. Le seul qui refuse toujours de s'en convaincre, c'est Talon Patrice lui-même. Il n'a pour l'instant rien perdu de son arrogance. En témoigne cet échange avec l'ancien président Thomas Boni Yayi, avec en bandoulière cette petitesse d'esprit qui a fait sa réputation. Il mendie presque la validation de son aîné et prédécesseur. De temps en temps, il faut dire ce que fait mon petit là, c'est bon. Hein? De temps en temps, il faut dire ça. Oh, oui. Mon petit frère, ce qu'il fait là, c'est bon. À la place de Thomas Boni Yayi, je lui aurais, en français facile, expliqué le devoir qui incombe à une opposition en l'absence de démocratie, donc de contre-pouvoir crédible. Une opposition se doit, disais-je, d'être le porte-voix des laissés-pour-compte, de la majorité silencieuse qui, par peur des représailles, préfère taire les souffrances du quotidien. Là où sont les injustices, là est notre devoir. Si en démocratie nous avions été, il y aurait eu peut-être des points de convergence. Le caractère tyrannique de l'époque nous oblige à une résistance radicale. Il ne nous revient donc en rien d'associer nos voix à celles déjà nombreuses des médias à sa solde ou à celles encore plus zélées de ces turiféraires qui, malgré un bilan rachitique, n'hésitent jamais à le couvrir d'une gloire volée au bilan de ses prédécesseurs. Le peuple béninois en résistance n'a que des comptes à lui demander, qu'il nous fasse le point de ce que ces entreprises versent au budget de l'État au titre des impôts et taxes dus à la République, qu'il nous fasse le point de la dette béninoise qui, sous son magistère, aura enflé telle une poignée de gari au fond d'un verre d'eau fraîche, qu'il nous fasse le point de l'aéroport fantôme de Glodjibé, sans oublier le fameux contournement nord de Cotonou que la propagande nous annonçait révolutionnaire. Si on enlève de son bilan ce qui a été pensé, conçu et financé par le régime précédent, l'échangeur de Védocor et la route des pêches, pour ne citer que ces deux exemples, il nous restera quoi de sa décennie au pouvoir? Quelques ruelles asphaltées
et 3 monuments. Qu'il nous fasse le point du délestage, lui qui se disait fournisseur d'énergie aux Asiatiques. Sa gouvernance médiocre a créé au Bénin une nouvelle classe sociale, une horde de jeunes désespérés qui, entre fuir le pays et se suicider, ne savent plus à quel saint se vouer. Je les appelle les néo-précaires zombifiés. Le chômage de masse est devenu un dénominateur commun à la jeunesse béninoise, c'est un fait. Voilà un florilège des sujets sur lesquels nous sommes parfaitement en droit de lui demander des comptes. Et nous aurions pu, par générosité, discuter de son bilan s'il en avait eu un. Hélas, ce qu'il a la prétention d'appeler un bilan n'est qu'une chimère. Par conséquent, le seul droit qu'il a quand on parle du Bénin et de ses tribulations, c'est de se taire. L'autre, qui lui aussi aurait mieux fait de se taire, c'est celui qui dit avoir voté un budget selon sa conscience. Par centaines de Béninois dépités se sont sentis obligés de remonter l'information jusqu'à moi. À quelques-uns parmi vous, j'ai répondu l'adage qui suit. Je cite, ouvrez les guillemets. Construisez un palais à une mouche, elle repartira toujours vers la poubelle. Fin de citation. La sévérité de mon propos se justifie par le fait que la votation d'un budget n'a rien à voir avec des divagations pseudo-philosophiques liées à la conscience. Un budget, c'est l'expression chiffrée des injustices que j'ai énumérées plus haut dans ma chronique. Un budget, c'est le chômage de nos frères en chiffres. Un budget, c'est la dette immonde et cachée de génération en génération. Un budget, c'est en chiffres la prédation exercée contre nos agriculteurs, tous sans exception, sojaculteurs et cotonculteurs. Un budget, c'est l'expression en chiffres des taxes et impôts injustes dont ce régime harcèle nos mères, nos filles, nos épouses, les petites marchandes. La mouvance, dit-il, n'est pas une peste. Non, c'est le choléra. Entre les deux, faites votre choix, monsieur. Et ne vous avisez plus jamais de poignarder le peuple béninois dans le dos. On vit, c'était... Patrice Talon, piqué par le virus de 3e mandat, entame des négociations sur négociations. Nous remercions le peuple béninois qui a compris qu'on veut le distraire à travers le financement des individus qui œuvrent pour susciter la candidature de Olivier Bokor. Vous allez constater, faites un tour au Carrefour Fidjosé, vous allez voir l'effigie, la grande effigie de Olivier Bokor, comme si nous sommes déjà en pleine campagne. Est-ce qu'un autre individu peut le faire au Bénin, soit 10 ans d'opposant et sera encore libre? Non. Ce qui voudrait dire quoi? Non seulement que le système partisan a échoué, mais nous sommes en train de constater avec beaucoup d'amertume que vraiment, non seulement que la démocratie a été détruite, mais je vous jure, la justice n'existe plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, frère, le cœur saigne quand on pense qu'on est béninois. Cher peuple béninois, nous n'allons pas cesser de vous sensibiliser suite au jeu qu'ils ont entamé. Ils ont compris que nous avons soupçonné la révision de la Constitution, raison pour laquelle ils sont en train de changer de stratégie. Mais le président de la République se trompe de l'époque où les gens comprennent le danger qui vient, mais n'alertent pas tôt. Nous avons décidé d'alerter pour faire comprendre aux gens le danger qui les guette. Le 2 novembre 2023, le président Patrice Talon a rencontré le bureau de l'Union progressiste, le Renouveau. Le 15 novembre, il a été reçu par Emmanuel Macron en France pour discuter du 3e mandat. Il revient au pays et il rencontre le Parti des démocrates le 27 novembre 2023. Le deuxième jour, il rencontre le président Soglo, c'est-à-dire le 28 novembre. Le 2 décembre, il a rencontré le bureau du bloc républicain. Le 3 décembre, il a rencontré les députés de la 8e législature, notamment les présidents qui n'ont pas été reconduits pour le compte de la 9e législature. Quand bien même la Cour constitutionnelle a précisé de ne pas la rembourser, ça, on appelle ça de la ruse. Sinon, en catimini, ils ont été déjà payés. Toutes ces gymnastiques visent à réviser la Constitution en vue de plonger le pays dans une nouvelle république favorable à un 3e mandat à travers l'imposition d'un mandat unique de 7 ans. Un vil individu sera mandaté à saisir la Cour constitutionnelle sur le mandat unique
C'est ainsi que le plan va se dérouler. Il a besoin de 88 voix sur les 109 députés qui sont à l'Assemblée nationale pour que la révision de la Constitution passe. Or, l'UPR et le BR ensemble forment 81 députés. Ce qui veut dire qu'il leur manque 7 voix. Les 7 voix ne peuvent venir que du Parti des démocrates avant que la révision de la Constitution ne soit possible. Pourquoi 88? Si vous faites 109 fois 4 divisé par 5, vous allez trouver 87, ce qui voudrait dire, en essai, ça nous conduit à 88 députés. Il croyait que Éric Koundété serait reconduit à la tête du Parti Les Démocrates lors du congrès de 14 et 15 octobre dernier, mais c'est pourquoi Oswald Omeki, se disant prêt désormais à servir le peuple, rejoindrait le Parti Les Démocrates afin de manipuler le parti, a fait céder les 7 députés qu'il a besoin sur les 28. Un parti politique était en gestation au cas où celui que nous avons constaté comme le pilote du parti par le passé serait éjecté du système, ayant misé gros pour reconduire le consensus à faire reconduire le président d'honneur à la tête de son parti. Tout a changé. Le président de la République, qui est fort dans la manipulation, dévoilé par Éric Koundété, confirmé par Valentin Diamanté, est obligé de revoir sa stratégie. Garantir à Éric Koundété d'être le candidat incontestable du Parti Les Démocrates était ce qu'il pensait prendre pour convaincre Éric Koundété. Maintenant que les démocrates se sont entendus pour gérer autrement leur guéguerre, ils le balancent sur la toile que c'est Éric Koundété qui est désigné chef de file de l'opposition au fin de semer des discordes qui pourraient diviser les députés du Parti Les Démocrates afin qu'ils trouvent les 7 qu'il veut. À sa grande surprise, tous les députés font toujours confiance au président Boni Yayi. Nous devons dire clairement au président Boni Yayi, qui conduit l'opposition, de ne jamais croire qu'il aura la victoire même s'il gagne une élection sur le terrain, parce que le verrou électoral est toujours d'actualité. Donc, la promesse de sauter la limitation d'âge pour permettre au président Boni Yayi de se présenter à une élection ne doit aucunement être acceptée. Ne tombez pas dans ce piège, monsieur le président Boni Yayi. Nous vous supplions. On sait que vous n'allez pas le faire, mais il n'est pas un crime de vous le rappeler, car vous êtes un enfant de Dieu, et un enfant de Dieu qui pardonne peut être faible, et sa faiblesse peut le conduire dans une erreur. Ah oui, vous n'allez pas tomber dans une erreur, car la moindre erreur en politique peut faire plonger tout un pays dans le décor. Et c'est un décor aujourd'hui qui nous a conduit à l'arrivée de Patrice Talon à la tête de notre pays. Le peuple béninois doit être organisé à renforcer la veille citoyenne, à accompagner le Parti Les Démocrates tant que le Parti Les Démocrates serait toujours au service du peuple. Nous sommes là pour veiller à ce côté. Les détenus et exilés politiques serviront juste des thèmes de campagne pour ceux qui les prennent comme fonds de commerce. Nous n'avons pas besoin de prendre de l'argent avant de défendre ces détenus et exilés politiques. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.